Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue, monsieur. Oui, merci. Je vais vous laisser présenter les gens pour qu'on sache qui est qui, là, parce que je ne vous Oui, connais pas. alors, écoutez, il y a qui vient tout juste de se joindre à nous, qui est acheteuse de l'immeuble et qui est l'agent immobilier chargé de faire les démarches d'acquisition. Puis, voilà. Pour Et Kaola. Pour Kaola. pour Kaola, oui, voilà. Ouais. Et il y a Louise, ma femme, et moi, qui vendons l'immeuble. Alors, moi, je suis consultant impartial, Daniel Dargy, en construction. Donc, juste avant de commencer, je vais vous dire, j'ai reçu la demande de monsieur pour donner des conseils sur des interrogations par rapport à des fissures et surtout l'efflorescence, les fissures. J'ai déjà échangé un ou deux courriels avec M. B et je lui ai mentionné dans l'offre de service, je veux juste clarifier pour pas qu'il y ait de malentendus, que c'est pas à titre d'ingénieur, même si je suis ingénieur depuis au moins 35 ans, parce que pour plusieurs raisons, il n'y a pas vraiment de données scientifiques sur lesquelles je vais me baser pour donner des conseils ou mon opinion, qui est très subjectif, parce que vous allez trouver sur le marché ou quand vous allez chercher des spécialistes, des experts, 5 experts avec 5 opinions différentes. Donc, c'est sûr que c'est quand vous achetez un immeuble ou que vous prenez des décisions importantes, c'est toujours préférable, je ne parle pas seulement pour moi, mais pour n'importe quel autre expert, d'engager quelqu'un qui est impartial, c'est-à-dire qui n'a pas l'intention de vous vendre des travaux, par exemple. C'est sûr que quelqu'un qui spécialiste dans un domaine, je ne dirais pas lequel, mais qui va aller vous visiter, bien, il va essayer de vous vendre ça parce que ce qu'il veut souvent, c'est, à moins qu'il soit très honnête, là, puis qu'il soit intéressé à faire des visites gratuitement, mais il va essayer de vendre ce qu'il fait. Donc, moi, je viens ici à titre impartial comme consultant, expert en construction. Et aussi parce qu'il n'y a pas de données scientifiques, c'est-à-dire je ne vais pas prendre de tresse de carottes, on ne va pas faire d'analyse de laboratoire, on ne prend pas de test de sol, il n'y a aucun historique structurel, donc il y a tellement d'inconnus, puis même si on faisait une visite sur place, on serait quand même tenu juste à voir ce qu'on voit visuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir à travers les murs, les planchers, les plafonds ou dans le sol. Donc, c'est juste une brève introduction avant de commencer pour que tout le monde soit au courant. Il reste, M. Dargis, que vous êtes ingénieur. Oui, mais oui, entrepreneur, okay. Mais je ne fais pas de travaux, surtout sur les projets que je donne des conseils. Je peux vous référer à des gens, mais c'est toujours impartial si jamais vous avez les toucher. Alors, je voulais juste qu'on soit clair sur votre CV. Oui, vous mais c'est pas un ingénieur. C'est pas à titre d'ingénieur que je le fais. J'ai compris ça. Parce que, comme je viens de vous dire, là, je ne veux pas appliquer mon titre professionnel. Et aussi, une autre chose que peu de gens savent et que même moi-même, j'ai découvert parce que c'est pas médiatisé. Depuis 2020, la loi sur les ingénieurs a changé. Dans le sens que tous les immeubles qui font partie de la partie neuve du bâtiment, ça c'est tous les maisons, tous les édifices de 3 étages et moins, de 600 mètres carrés, 6000 pieds carrés et moins. Donc, tous les immeubles de la partie neuve du code du bâtiment ne sont plus réservés à la loi des ingénieurs. Donc, ce n'est plus un domaine réservé aux ingénieurs. Donc, les ingénieurs peuvent donner des conseils quand ils utilisent leur titre parce qu'ils ont des données scientifiques. Mais vous pouvez appeler n'importe quel spécialiste, des gens compétents et honnêtes, avec du bon sens, puis ils ont le droit de donner leur avis. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir parce que c'est quand même assez important. Donc si vous, par contre, vous faites des choses exceptionnelles dans votre immeuble, par exemple, vous allez construire. Parce que le code de bâtiment, comment c'est fait? Je fais juste une petite introduction, 5 à 10 minutes, là, parce que c'est intéressant de le savoir. Il y a plusieurs affaires techniques là-dedans.
Si vous construisez une maison standard avec des fondations 8 à 10 pouces, avec des semelles, bon, tout ça, là, c'est tout déjà préétabli dans le code du bâtiment, le nombre d'étages, la quantité de bois, à quelle place le mettre, les solives, les sablières, les colombages, tout ça, c'est déjà établi dans le code du bâtiment. Donc, c'est comme un gros livre de recettes. On suit ça. Et n'importe qui, même vous, vous pouvez, si vous connaissez le code, faire de la conception de maisons neuves. Par contre, si vous allez faire des choses exceptionnelles, comme par exemple une dalle structurale de garage, où l'auto va rentrer dans le garage et en dessous, ça va être un espace habitable avec une dalle qui est avec de l'armature supportée par des piliers de colonnes, des choses exceptionnelles ou des grosses poutres d'acier qui traversent la maison, avec des considérations spéciales, des charges de neige, de vent et tout ça, ben là, oui, ça va prendre un ingénieur pour faire cette conception-là. Merci. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Donc là, si vous voulez, moi, je vais vous suivre avec... puis on va commenter vos questions là, par rapport aux fissures et tout le reste. OK. Alors, Marc, tu vas prendre ta tablette, en aller en bas, éclairer les fissures et les montrer à monsieur. Oui, bon, est-ce que vous voulez qu'on aille dans cette direction-là? Oui, on va les regarder ensemble, puis je vais commenter au fur et à mesure. OK. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont à l'intérieur et d'autres choses à l'extérieur de la maison. Hier, avec monsieur Jarvis, Oui. Marc a fait un petit test là, de lumière, puis pour s'assurer que tout le monde verrait bien, et surtout lui, en fait. Bon, voilà. Attendez un peu, là. Bon, malheureusement, je n'ai pas l'image. En tout cas, j'ai une toute petite image. Alors voilà, vous avez l'endroit le plus évident, c'est-à-dire que à cet endroit, j'ai ouvert le mur pour qu'on puisse constater la nature des déficiences, ou je ne sais pas comment l'appeler, et j'ai calfeutré avec un produit spécial, une fissure qui s'était présentée il y a déjà 4 ans, environ 5 ans. C'est une petite fissure que je suivais avec les années, qui s'est élargie légèrement. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'efflorescence et que l'efflorescence apparaît même, c'est-à-dire les dégâts, j'ai passé l'aspirateur ici, on trouve si je m'approche, on voit qu'il y a comme un sel, excusez-moi, on voit qu'il y a comme du sel au sol, alors signe de l'efflorescence, et puis si je passe mon doigt ici, on voit bien que ça donc, présence d'efflorescence, fissure, et est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais montrer? Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que non, vous êtes à commenter? C'est comme ça. Mais là, je veux juste vous dire qu'on a perdu quelqu'un. Ah oui? Je suis là. Ah, Pierre, oui. Merci. Il a fallu que je me lève une seconde. OK. Je suis toujours là. Je vous écoute, je suis toujours en ligne. OK. Pierre, avez-vous vu comment ça monter? Absolument. La fissure colmatée, puis l'efflorescence. Oui, absolument. Tout à fait, j'ai tout vu ça. Donc, OK, il y a plusieurs choses à discuter. Premièrement, une question. Si vous descendez la caméra plus bas, est-ce que vous voyez sur le sol, là, je vois une pièce de bois ou je sais pas quoi, plus bas, là, au sol? À la base. Ouais, là, il y a quelque chose en avant. Est-ce que vous voyez, si vous tassez ça, ce morceau-là, de bois-là? Là? Oui, c'est ici. Non, mais pas juste ça, l'autre, le morceau qu'il y en avait. Oh, la pièce de bois? OK, ben là, en tout cas, laissez-les là. On voit qu'à le sol, il ne semble pas y avoir de traces d'infiltration d'eau, c'est-à-dire que la fissure a laissé passer de l'eau et sur le sol, sur la dalle, qu'il y ait une grosse tache de béton. Oui, il y a de l'efflorescence sur la fondation, mais sur la dalle, on ne voit pas une tache comme si l'eau aurait resté là longtemps et
créer une tache, une plaque suite à l'infiltration d'eau. Est-ce que vous avez noté, vous, monsieur, qu'il y avait de l'infiltration d'eau? Non, parce que... Non, j'ai pas eu d'infiltration d'eau ici. Bon. Donc là, vous avez pris des précautions, vous avez fait par vous-même. Ça, c'est une chose à discuter parce que malheureusement, le fait d'avoir vous-même, vous avez été de bonne foi, là, vous avez essayé de le faire par vous-même pour arranger ou prévenir les choses. Par contre, là, ça serait en principe beaucoup plus difficile, presque impossible, à la faire injecter parce que vous avez déjà mis de quoi là-dedans, dans la craque. Et là, c'est vraiment vous qui allez être au bat, c'est comme on dit, là, qui allez être responsable de la qualité de votre travail. Par contre, jusqu'à maintenant, ce que vous avez fait, comme vous l'avez dit, vous l'avez fait à but préventif et il n'y a pas eu jusqu'à date non plus d'infiltration. Les tasses d'efflorescence qui alentour, c'est assez compréhensible. C'est toutes les places où vous allez avoir de l'humidité ou de l'eau en contact avec la fondation. Et il va se produire une réaction chimique dans le béton qui va être comme un peu de la sulfatation. Et sur le sol, vous allez voir souvent tout le tour de la maison et même sur la fondation, comme vous voyez là, une efflorescence lorsque le sol est humide. Il y a présence d'humidité. Hein. Je ne dis pas qu'il y a de la présence d'eau. Ça peut être de l'humidité de la terre humide ou de l'eau. Et ça peut aussi l'eau qui est imbibée, la fondation qui est imbibée dans l'eau. Et est étanche, mais est imbibée dans l'eau. Et la fondation fait comme une éponge. Et là, il y a un processus qui s'appelle, parce que j'ai suivi un cours récemment sur ces phénomènes-là, spécialement pour la présence d'eau au sous-sol, par une compagnie d'experts en infiltration d'eau et en inspection de fondation. Donc ça, c'est un phénomène par capillarité ou osmose. Ça, c'est comme un peu une éponge que vous plongez dans l'eau et vous allez voir, vous mettez juste l'éponge à la surface et la moitié, les trois quarts dans les airs, puis un petit peu dans l'eau, puis vous allez voir, l'eau va monter dans l'éponge. Donc ça fait comme une succion. Donc c'est un peu ça qui se passe avec la fondation, c'est comme une éponge, elle respire, puis l'humidité, elle remonte dedans, puis elle fait à la surface une sulfatation. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de... Il n'y a aucune étude non plus. Ça, il y a beaucoup d'inspecteurs qui allument l'alerte de ces choses-là, mais malheureusement, s'ils ne se fondent pas sur grand-chose, ils allument des lumières, mais sans savoir si c'est vraiment dangereux ou pas, parce que il n'y a aucune étude, il n'y a aucune donnée scientifique qui dit qu'une fondation avec de la sulfatation, ça va durer 5 ans, 10 ans, 100 ans ou 500 ans. Donc, jusqu'à date, il y a eu quand même des phénomènes de sulfatation sur des maisons qu'on peut retracer de 20, 30 à 40, à 50, à 60 ans, puis la fondation est encore là. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable, c'est pas esthétique, mais il y a des façons de prévenir ça avant la construction, en imperméabilisant la fondation, en créant toutes sortes de systèmes. Mais même ça, la semelle de la fondation qui est à la base, si elle est dans l'eau, elle va créer ce phénomène d'osmose-là. Vous avez beau mettre une membrane tout le tour de la maison, mettre des drains, puis toutes sortes d'affaires, du gravier et favoriser l'évacuation de l'eau. Peut-être que l'eau est effectivement déjà évacuée et qu'il n'y a rien, mais qu'il reste une humidité et qu'elle passe à travers la fondation et vous allez la voir en surface. Donc, est-ce que c'est dangereux? Il n'y a aucun danger là-dedans. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs spécialistes qui ont même des doctorats en béton. Puis il dit, Daniel, tu brosses ça avec de l'eau puis une brosse. Puis tu ventiles ça. Maintenant, il y a différentes façons aussi de régler ça. Il y a des compagnies qui vendent des systèmes, parce que c'est l'humidité. Hein? Donc, si vous réussissez à créer un milieu ambiant à l'intérieur qui est assez sec pour que cette humidité-là ne reste pas en surface, je l'ai vu dans le passé, il y a des systèmes, là, je pourrais vous référer, là, j'aime mieux pas le mentionner ici en direct,
parce que comme ça va avoir une vidéo qui va circuler, j'aime mieux vous le dire en privé, là, mais il y a des systèmes qui se vendent où on peut... c'était comme des échangeurs d'air avec des contrôleurs d'humidité intégrés, sauf que c'est assez dispendieux. Et vous pouvez aussi mettre un déshumidificateur, des ventilateurs, il faut faire circuler l'air. Mais encore là, si vous avez une fondation comme vous voyez là en arrière d'un styrofoam et qu'il y a un moindrement d'humidité, ben, le déshumidificateur ne viendra pas à bout de tout assécher. L'air ne passera pas, puis ça va créer la même chose. Ça sera caché, mais ça ne le verra pas. Vous pouvez aussi mettre... Permettez-moi, M. Dargis, une seconde. Marc, on ne voit pas bien, Marc. Oui, ben je sais. Là, oui, OK. Parce qu'on dirait que c'est ton doigt qui est là. Oui. C'est bon. C'est correct. Vas-y, Marc. Oui. Alors, j'ai vérifié auprès de plusieurs propriétaires de maisons. Non, ça va, le répondeur. Auprès de plusieurs propriétaires de maisons qui me disent, ouais, on est en plein été, en été. On est en pleine canicule et puis il faut mettre du chauffage dans la maison, dans la cave, pour combattre l'humidité. Et c'est ce que j'ai toujours fait ici, c'est que j'ai monté le thermostat de quelques degrés, simplement pour avoir un environnement beaucoup plus sec et plus viable. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, M. Dargis? Effectivement, vous allez avoir le même processus dans les maisons qui sont fermées parce qu'ils mettent l'air climatisé, donc ils ferment tout. La maison se transforme ils veulent avoir de l'air frais, mais elle est humide en même temps. Fait que donc, il y a l'humidité qui se passe. Oui, c'est frais, mais ils ferment tout. Donc, c'est de là l'échangeur d'air, évacuer l'air humide, la sortir avec un déshumidificateur puis un système intégré, puis vraiment avoir un système qui... C'est sûr qu'en chauffant comme vous, puis une autre chose qu'il faut mentionner, c'est que vous avez une maison qui date, excusez-moi, de quelle année? 1989. OK. Donc, dans ces années-là, si je ne me trompe pas, on ne mettait pas de pare-vapeur, parce que j'ai bâti des maisons, moi, dans les années 80, là, je suis quand même pas d'hier, là. Quand j'ai commencé ma carrière, moi, j'achetais des terrains et je bâtissais des maisons. Puis, dans ces années-là, il n'y avait pas de, je pense, de pare-vapeur sous la dalle. Donc, vous pourriez le vérifier. Mais si vous n'avez pas de pare-vapeur sous la dalle, ça veut dire quoi? C'est que si le sol est humide en dessous de la dalle, ben tout ça, ça passe à travers la dalle, ça s'en va dans l'air, et à tous les moments de l'année, ça va être humide. Donc, c'est pour ça que vous dites, vous chauffez, vous évacuez l'air, vous entrebâillez, vous ouvrez un petit peu les fenêtres, puis toute cette humidité-là va sortir. Mais encore là, il faut ventiler, il faut que c'est sûr que ça soit partout, que le chauffage soit égal. Si vous fermez des portes, vous allez voir c'est plus humide dans certains endroits. Donc, c'est la problématique. Il y a différentes façons aussi de réduire l'humidité à l'intérieur. Parce que vous avez dit, en simplement mettre un petit peu de chauffage. Vous pouvez aussi gicler les fondations à l'uréthane à grandeur, jusqu'en redressant sur le plancher sur environ 2 pieds. Qui va faire que votre fondation va être super hermétique, avec assez d'épaisseur de uréthane pour que ça crée un effet de pare-vapeur. Parce que si vous n'en mettez pas assez, il n'y a pas de pare-vapeur inclus. Il faut que vous en ayez un minimum. C'est à peu près 2 pouces. Puis là, normalement, vous en mettez un petit peu plus que 2 pouces. Là, mais en tout cas, vous faites ça sur les... Puis là, vous allez réduire pour les parois de la fondation avec ça. Pour le plancher, comme vous avez peut-être pas de polythène sous la dalle, ben, il y a une autre technique. On met une membrane Blueskin collante, autocollante sur la dalle qui agit comme pare-vapeur et qui empêche l'humidité du sol de passer à travers puis de rentrer dans la maison. Donc, de cette façon-là, vous allez réduire beaucoup. Puis là, après, si vous installez un système déshumidificateur intégré, bien là, vous allez avoir l'air parfaitement sec. Là. Mais c'est tous des ajouts de plus. Là. Ça dépend. Vous pouvez prendre une vieille auto des années 40, puis commencer à refaire la carrosserie, à réparer toute la rouille, changer les amortisseurs, tout faire ça. L'auto va rouler quand même. Elle n'est pas dangereuse pour la vie, mais ça dépend du degré d'appréciation de chaque personne.
Il n'y a pas de standard qui dit que l'efflorescence, il ne faut pas en avoir. C'est pas écrit dans le code du bâtiment, puis il n'y a aucune loi qui dit ou un danger public pour ça. Puis si vous contactez une entreprise en moisissure, des experts en fongicides, ben, ils vont vous dire, ben, vous pouvez dormir tranquille. Il n'y a aucun danger pour ça. Est-ce que il y a quelqu'un hier qui nous disait, il nous conseillait de faire mettre un imperméabilisant sur le solage là, à l'arrière de la maison, parce que ce que vous voyez, là, c'est l'arrière de la maison. Est-ce que c'est absolument nécessaire de faire ça, selon vous? Moi, je dirais au contraire, non, parce que la partie qui n'est pas actuellement au niveau du sol, là, au niveau du sol, c'est la partie qui est à l'air, là. Ben, elle permet justement à l'humidité qui est en haut de s'évacuer par là, par des airs. Que si vous mettez un imperméabilisant sur la partie hors sol, ben là, vous allez bloquer l'humidité dans la fondation et vous allez l'empêcher de sortir. Excusez, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'imperméabilisation, c'est en bas, pas en haut. Oui, si vous mettez quelque chose dans le sol, comme une membrane, un imperméabilisant, exactement. C'est ça que j'ai dit tantôt, ça peut aider. Ça va aider beaucoup. Mais encore là, vous allez avoir la base de la fondation que vous ne serez jamais capable de mettre un imperméabilisant là qui va être dans l'eau ou qui est dans l'humidité. Moi, je suis assez confuse maintenant. Alors, premièrement, d'après vous, c'est assez normal qu'il y a beaucoup d'humidité, qu'il y a de l'eau, puis que c'est normal que le béton absorbe l'humidité. Et il y en a, non, je comprends bien, mais alors c'est quelque chose de très commun et finalement pas très dangereux. Okay? Ce qui compte, c'est par exemple d'essayer de réduire l'humidité à l'intérieur, même si... non, attention là, j'ai pas dit ce qui compte. J'ai dit, c'est à votre appréciation à vous. Il n'y a aucune loi qui dit que vous devez mettre une imperméabilisation à l'intérieur, à l'extérieur, par vapeur. Non, mais moi, je me pose la question, est-ce que je me sens à mon aise si je crée un espace vital où je suis, sachant, je veux quand même savoir quelles sont les données, s'il y a des données ou des suggestions ou le bon sens qui me dit est-ce que je suis à mon aise d'être dans un ambiance où les murs sont imbibés d'eau. Ben, ils ne sont pas imbibés d'eau. Il y a de l'humidité à la surface. Il pourrait avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le worst case scenario? Alors, disons, quand il y a la fonte de neige, quand il pleut ou je sais pas quoi, est-ce que aujourd'hui c'était sec? Oui, Marc et Louise nous disent qu'il n'y a pas eu des accumulations d'eau, ça c'est super bon. Mais est-ce qu'il pourrait y en avoir dans la situation actuelle? Est-ce qu'on a des indices qui pourraient nous dire, OK, oui, plus tôt ou plus tard, on va avoir un problème comme ça? Impossible de le savoir, à moins que ça arrive. Je ne pourrais pas vous détecter. J'ai aucune connaissance sur le sol ou les événements passés ou futurs. Mais la présence de ces altérations, parce que maintenant on a vu l'intérieur, on a vu un morceau, on n'a pas vu d'autres endroits. Est-ce que si une vision extérieure pourrait nous donner des indices sur l'état des... Parce que hier, on nous a parlé de dégradation du béton. Oui. Alors maintenant, vous nous dites que non, c'est rien. Alors est-ce qu'on peut envisager qu'il y a un processus en cours? Attention, j'ai pas dit c'est rien. J'ai dit il n'y a aucune donnée scientifique qui dit que ça va durer 5 ans ou 100 ans. Il ne faut pas vous changer l'interprétation. Là, je vous ai dit que jusqu'à présent, ce qu'on voit là, il n'y a rien de grave. Je n'ai pas dit que ça n'arrivera pas à l'hiver et que s'il n'y aura pas de problème cet hiver. Je vous ai dit que qu'est-ce que je vois, il n'y a rien de grave. Je ne sais pas s'il y a un accroissement super extrême d'humidité le mois de janvier. Je ne suis pas là. Mais je comprends. Mais alors, est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faut faire en prévention? Parce que on pourrait avoir, on ne sait pas. Ben oui. Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent de nous protéger de quelque sorte de changements comme on vient de mentionner? Oui, mais moi, je conseillerais, avant de faire des mesures extrêmes, de les constater. Vous pouvez, ça dépend de l'attitude de chaque personne. Vous pouvez prendre des moyens préventifs sans savoir si ce que vous faites, ça prévoit quelque chose, parce que peut-être ça n'arrivera pas. Ou vous pouvez attendre que ça arrive, puis là, agir.
Oui, non, je comprends. Mais si j'achète une maison et je sais qu'il y a, j'ai des indices qui me disent, ben, peut-être il va y avoir des problèmes dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Et puis dans 5 ans, je me retrouve avec des dommages majeurs. Donc, j'avais déjà des indices. Écoutez, Je me dis, oh, la fissure est déjà là dans la fondation. Si vous voulez que j'adopte un autre langage, je peux vous dire que la fondation a déjà fissuré un endroit, peut-être qu'elle va fissurer ailleurs. mhm. Bon. Alors, est-ce que, Ben oui, mais la fissure actuellement, est-ce qu'elle cause un problème? Et la fissure, si je peux me permettre, là, non, Bon. parce qu'il n'y a jamais été question de la fissure jusqu'à maintenant. La fissure, elle est là. C'est vrai qu'elle est quand même d'une bonne dimension. Elle était au départ quand même assez petite, semblerait-il qu'elle avait agrandi avec le temps, mais elle a été colmatée. Fin, parfait. Le colmatage qui a été fait semble faire son travail. Le problème, c'est pas tant ça. C'est plus au niveau de l'efflorescence. Puis comme il y en a un petit peu en bas, en haut, puis justement, ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement, parce que tout à l'heure, justement, vous parliez d'une éponge. Laissez une éponge une journée dans l'eau, pas de problème. Laissez-la, par exemple, dans l'eau pendant 1 mois de temps, elle va commencer à se désagréger. On s'entend? Alors, c'est un petit peu ça qui est un petit peu, Mais écoutez, selon moi, danger. la maison, elle n'a pas 5 ans, là. Oui, OK, bon. Quel âge elle a, la maison? 30 ans, 32 ans. Bon. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un indice qui dit que dans 5, 10, 20, 30 ou 40 ans, combien de temps vous allez avoir la maison? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Ben là, c'est pas moi, en fait, c'est Mme Non, mais c'est ça. Non, mais Lachette, écoutez, là, moi, je suis son courtier. Mais, vous pouvez. effectivement, oui. Bon, écoutez, il faut être. Tu sais, je veux dire, il y a plusieurs. Vous pouvez être préventif. Si vous voulez faire des moyens préventifs, je vous ai déjà dit qu'est-ce que je suggère de faire à certains niveaux. Vous pouvez, par exemple, mettre une membrane blueskin sur le sol. Comme ça va empêcher l'humidité de sortir, d'être à contact avec l'air, puis de créer cette fluorescence pour la dalle. Vous pouvez aussi mettre de l'uréthane giclé pour prévenir le pare-vapeur. Encore là, prévenir le contact avec l'air, avec la fondation et empêcher la fondation de créer de la fluorescence à l'intérieur. Oui. Puis là, à l'intérieur. Ben oui. Puis à l'extérieur, ben écoutez, là, où on voit l'efflorescence, on n'a pas jasé, vous n'étiez pas dehors, là, mais j'ai été avec M. Marc hier, par vidéoconférence, puis les visites qu'il m'a montré, c'est dans une zone où je pense qu'il y avait de l'irrigation, puis des plantes, ou je sais pas, un jardin, Ben, là. Le drainage du toit qui descend là. Puis aussi, il y avait un avant-toit qui peut-être crée beaucoup d'ombre et moins de soleil, puis... bon, ben, c'est tous des phénomènes qui fait que, architecturalement parlant, votre maison est propice à être en contact avec de l'eau, puis si vous ne l'évacuez pas, puis si en plus vous y mettez de l'eau dessus, puis que vous empêchez le soleil de l'évaporer, ben là, vous avez beau mettre, puis surtout pas mettre, je mettrais surtout pas quelque chose de protecteur sur la zone en haut, parce que c'est là qu'elle permet Oui, mais ça peut, il y a pas, tu sais, éventuellement c'est-à-dire où il y aurait une réparation là, du mur, c'est pas tant au niveau du haut de la fondation en tant que telle, jusqu'à la liste de plancher, mais ça serait plus au niveau du sol, où là, effectivement, on veut créer une imperméabilité. Je ne créerai pas 2 imperméabilisants. Si vous en mettez un à l'intérieur avec un pare-vapeur, il ne faudrait surtout pas en mettre un à l'extérieur. Parce que là, 2 pare-vapeur dans une cloison, c'est un méchant problème. Oui. Parce que là, vous allez garder l'humidité Monsieur dans la fondation. Monsieur Dargis, je pense que Marc vous a dit, ou vous l'avez vu, je ne sais pas, qu'on est en train de créer une pente positive en arrière pour l'écoulement de l'eau. Oui, mais ça, c'est une solution. Donc, je ne peux pas garantir l'efficacité compte tenu que vous avez déjà une très bonne pente. Il y a sûrement une grande quantité d'eau qui se fait évacuer, mais je pense pas que notre phénomène actuel, c'est... oui, ça peut contribuer, là, mais je pense pas que ce soit tout ça là, qui cause l'efflorescence. Dites-moi pas ça, j'ai transporté des brouettes de terre, puis de roches. On le voit l'avant-toi, là. Je veux juste être sûr, mais C'est un conseil de Kevin, ça, oui. Juste être sûr qu'on s'est compris. Il y a un débordement de la toiture d'à peu près 5 pieds des fondations.
Et ça empêche effectivement l'eau de pluie de rentrer en contact c'est-à-dire de venir mouiller le sol qui est en dessous du débordement de la toiture. Là. Alors, du rebord, je ne sais pas comment l'appeler. Là. Comment vous appelez ça quand la toiture est un débord de toit. Un débord de toit. Bon, voilà. Alors donc, le sol qui est sous le débord de toit, c'est pas, il sera pas aussi mouillé ou humide que le sol qui est en pleine pluie. Oui, mais il n'y a pas juste la pluie qui crée l'humidité, il y a aussi le soleil qui ne vient pas évaporer cette eau-là. Oui. Et c'est ça. Mais par contre, j'ai vu des maisons, par exemple, avec des arbustes en avant de la maison, puis c'était plein de pourriture devant. Ouais. Sur la maison, parce qu'il n'y avait pas d'air et il n'y avait pas de soleil. On a enlevé les arbustes, tout est parti. Mais il n'y a pas beaucoup de végétation, là. C'est plus éloigné de la maison, non? Non, mais je vous parle. La marque, Louise. Je vous parle que c'est pas juste la pluie qui crée l'humidité. Non, mais je me demande de l'arrière. C'est des petites acides qui sont en arrière, les grosses oreilles d'éléphant, là. Oui, mais ça, sont sur la côté nord, n'est-ce pas? Mais la façade nord-est, ça m'a semblé. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas des plantes, puis quand même exposées au-dessus le matin, donc je sais que j'essaie de voir. Mais moi, je pense qu'il y a du soleil qui se rend sur le solage arrière. Je ne peux pas jurer. Oui, mais une partie de l'avant-midi. Depuis le dérechaux, il y a eu tellement d'arbres qui ont été arrachés que maintenant, le jardin est très, très éclairé. Donc, Marc, toi, tu dis qu'il y a le matin, hein? Le matin jusqu'à midi. Il y a 2-3 heures. Ça dépend à ce temps-ci de l'année, c'est à peu près, je te dirais, facilement 2 heures d'ensoleillement, peut-être. Okay. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que l'hiver, on a le poêle à bois dans la cave et on chauffe tout l'hiver le poêle à bois. Donc, le solage, c'est sec. En bas, c'est sec. Surtout la chaleur du poêle à bois, là, oui, mais Louise, même s'il n'y avait pas le poêle à bois, il y a la température ambiante avec le thermostat. Là, non, mais quand même, c'est pas laissé au froid tout l'hiver. Là. Le poêle à bois qui chauffe tous les jours, puis Marc met du chauffage l'été. Fait que, mais là, écoutez, je sais pas, moi, je veux que Carola se sente à l'aise. Je comprends son insécurité. Maintenant, je connais pas ça non plus, puis c'est pour ça qu'on fait appel à vous, monsieur. Je pourrais pas vous donner des solutions garanties à 100%. Je vais juste vous donner des pistes, puis vous essayer de vous apporter des éléments pour que vous preniez vous-même une décision qui est très subjective en passant. Donc, je pourrais pas vous dire c'est grave, il faut faire telle action, puis ça va garantir tel résultat. C'est impossible. J'ai une autre question par rapport à la qualité du béton. Alors, parce que moi, je vous écoute, puis j'ai entendu 2 autres opinions qui étaient proposées. Quand on a fait l'inspection, on a vu qu'il y avait une fragilisation quand même. On pouvait entrer avec un petit screwdriver, un petit, comment ça s'appelle? Dans le ciment, dans le béton. Et alors, on a dit, si on peut faire ça à la surface, quelle est la qualité, quel est le degré d'endommagement s'il y en a un en dessous d'ici, donc où il y a le béton qui est exposé à beaucoup d'humidité. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il faudra les découvrir, ces endroits-là, et au besoin, comme une fissure, le régler au fur et à mesure. On ne pourra pas vous donner d'appréciation sur combien de temps ça va durer, compte tenu que c'est déjà 35 ans, la maison est encore en bon état. Non, je sais, mais donc il y a quand même, on peut, je comprends qu'il n'y a pas des données, mais est-ce qu'on peut imaginer? Il n'y a aucune donnée scientifique, je l'ai dit avant, qui dit une maison avec de l'humidité ou de la fluorescence, ça dure combien d'années? Non, je comprends. Alors, en présence d'un indice comme ça, vous irez à faire une excavation pour voir en bas le niveau d'endommagement? Non, je ne ferai rien jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas moi, une infiltration ou un désagrégement ou quelque chose. Là, jusqu'à date, il n'y a aucun... Non, qu'est-ce qu'on s'attend? Donc, je ne peux pas prévoir ce qu'il va y avoir ou qu'est-ce qu'il y a dans le sol, puis ça ne justifie pas. Non, mais vous avez dit jusqu'à quand il y a quelque chose qui se passe. Alors, disons, moi, j'achète la maison, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe.
quel est l'indice que j'attends qui me dit qu'il y a un problème? Ben, s'il y a un désengagement, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir une grosse infiltration à cet endroit-là, parce que là, l'eau doit rentrer en quantité importante. Mais si votre fondation est légèrement effritée, ça ne vous empêche pas de vivre à l'intérieur, ça? Il y a un facteur que moi, qui vient un petit peu en tête, si vous permettez. L'accumulation, justement, d'eau avec la chute de glace du trou en tôle, qui se retrouve principalement là, sur le mur de fondation arrière. Ça n'a pas été nommé jusqu'à maintenant, parce que là, on a parlé d'un petit peu d'eau d'irrigation qui pourrait venir éventuellement humidifier le sol. Mais à l'hiver ou à la fonte des neiges, moi, en tout cas, du moins, ce que j'avais entendu, il se ramasse beaucoup d'eau, là. Énormément, ça crée une espèce de lac à la base de la fondation. Puis c'est effectivement, probablement, selon moi, ce qui crée un peu d'effervescence au niveau du mur. Est-ce que ça doit être corrigé éventuellement? Parce que tout à l'heure, vous disiez, c'est même pas nécessaire de corriger les pentes. Laissez ça comme ça, tout est beau. Même si... C'est fait. Ben, j'ai dit, corriger les pentes. Elle est corrigée, on l'a fait. Oui, il y a une grosse pente, là, puis on voit qu'il y a un creux vis-à-vis de la fondation parce qu'il a créé un canal. Oui, ça, je l'ai dit hier, qu'il faudrait le corriger pour créer. Mais la pente du terrain est naturellement vers l'extérieur. Donc, il s'agit juste de enlever cette petite dénivellation-là, enlever les roches qu'il y a en avant là, pour empêcher que l'eau reste là, puis suivre la pente normale du terrain. Exactement. Ça, oui. Ça, je suis d'accord. Je pense que c'est bien de le faire. C'est pas une mauvaise chose. De toute façon, c'est fait. J'ai plus de bras, puis j'ai plus d'épaule. Alors, c'est fait. C'est ardu. Oui. Et si vous permettez, moi, j'aimerais entendre un peu plus Paola, parce que c'est elle qui me semble insécure et puis surtout qui va avoir à vivre dans la maison. Alors c'est certain que je veux savoir qu'est-ce qui la tracasse. Est-ce qu'il reste d'autres choses qui vous tracassent? Oui. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Moi, j'ai eu on a entendu 3 différentes personnes qui nous disent, alors je comprends que monsieur est ingénieur, mais il nous parle sur la base c'est sûr que de ses connaissances, et puis de son expérience, puis de son propre opinion. Excusez-moi, je vais juste... je crois qu'il a pris une science exacte. Je me sens pas complètement rassurée et à mon aise à l'idée d'avoir... je connais pas assez... quand même rassurée d'avoir un problème de fondation. Alors, est-ce qu'il y a un problème de fondation? Il y a des gens qui nous disent oui, monsieur nous dit non, ou quand même oui, peut-être, mais on va voir à fur et à mesure. Et alors je pourrais vivre bien, il n'y a pas de signes de dommages, pas des moisissures, alors c'est une ambiance saine. Mais est-ce que je me sens à mon aise à l'idée de vivre d'avoir un sous-sol où je vais avoir un espace de vie qui est important pour moi, mon studio, et je suis là et je suis à un certain moment avec des murs qui sont imbibés d'eau, qui peut-être auraient des problèmes, peut-être non. Quelqu'un me dit, mais on ne sait pas, mais peut-être que oui. Alors, je suis pas trop rassurée, vous comprenez? Je ne sais pas à quoi je vais. Mais Paola, monsieur a dit que les murs n'étaient pas imbibés d'eau. Les murs ne sont pas imbibés d'eau. Mais pas en ces moments, mais le fait qu'il y a une efflorescence, ça veut dire que le béton absorbe de l'eau et puis il fait faire par un phénomène de capillarité ou d'osmose, il y a les sels qui font surface. Puis avec le chauffement qu'on fait à l'intérieur, on permet de sécher l'humidité qu'il y a dans un bibé d'eau, un bibé d'humidité, mais bon, est-ce qu'on peut savoir combien d'humidité, combien d'eau? Alors, moi, je ne sais pas si ça représente un problème à la longue. Je suis pas une experte. Il y avait 2 personnes qui disaient oui. Il y a une personne aujourd'hui compétente aussi qui me dit non, c'est pas un problème. Alors, je suis très confuse. Et puis moi, j'ai peur d'avoir ici quelques années des problèmes majeurs. C'est ça. Puis, je suis pour les solutions. Je suis une personne qui vit seule. Puis, est-ce que, à fur et à mesure, je vais prêter attention à des petits signes qui pourraient apparaître. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais dans 1 an? Ce que je fais dans 2 ans? C'est trop d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus.
Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Est-ce que ça doit être comme ça quand on achète une maison? La maison va vieillir, elle va dépérir avec le temps. Vous pouvez être certaine de ça. Toutes les maisons. Oui, mais est-ce que je comprends. Alors, je comprends qu'il y a un risque qu'on prend, mais est-ce qu'ici, c'est un risque qui est annoncé? Est-ce qu'ici, il y a un problème qui est annoncé très clairement? Le problème, c'est un problème plus psychologique, je pense. Parce que on a aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, là, on a de plus en plus de personnes instruites, puis il y a tellement d'informations sur Internet qu'on ne sait plus quoi croire. Donc, on fait face à une multitude d'informations, puis les gens sont de plus en plus, pas juste vous, là, moi je le vois à tous les jours, à toutes les inspections, c'est la même chose. Il y a 20 ans, on ne voyait jamais ça. Jamais. Il n'y avait même pas d'ingénieur qui était appelé. Mais les mêmes maisons. Il y a des maisons qui avaient 100 ans il y a 20 ans. Puis aujourd'hui, il y en a qui ont 30 ans, puis que les gens paniquent. J'ai même des ingénieurs qui m'appellent parce qu'ils ne savent pas quoi croire. Donc, je comprends parfaitement votre inquiétude. Je comprends parfaitement. Puis c'est justifiable parce que même moi, je vais aller acheter une voiture, je ne connais rien là-dedans, dans les mécaniques ou encore un système stéréo, puis je vais prendre l'information, puis j'essaye de créer un jugement. Puis chaque personne, c'est très subjectif. Ça dépend de votre croyance, puis votre degré de satisfaction, puis vos exigences en point de vue sécurité, puis vos attentes. Dans toutes les maisons, vous allez avoir un cas, une maison qui dépérit. Paola, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait pour que vous vous sentiez en sécurité dans toutes les solutions qui ont été apportées, là? Et tout en sachant que c'est pas dangereux, là. Il n'y en a pas de danger. Enfin, c'est ce que monsieur nous dit. Mais ce monsieur nous dit ça, mais des autres personnes, deux sur trois nous ont dit qu'il y a un danger. Alors, c'est-à-dire que l'inspecteur, écoutez, moi, désolé, il nous a même dit que la maison pouvait s'effondrer. Alors, non, là, lui, il était un peu dramatique. Et Kevin, hier, moi, il m'a pas convaincu de grand-chose. Je l'ai trouvé très hésitant, il savait pas, il disait comme monsieur, je peux pas savoir, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est 5 ans, 25 ans? Il y avait à peu près les mêmes réponses. Mais si je peux me permettre, là, vous allez avoir, il y a une chose que vous avez peut-être pas réalisée, là, puis que je vais vous dire, parce que c'est pas facile à penser à cette situation-là, c'est que plusieurs gens, surtout les inspecteurs en bâtiment, eux vont se spécialiser à allumer des lumières rouges, puis à alerter, puis à créer la panique. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance responsabilité, puis ils peuvent pas donner d'avis ou ils veulent pas en donner pour pas dire c'est pas grave, vivez dedans, puis attendez que ça arrive. Donc, ils vont rendre tout grave. Comme ça, allez voir quelqu'un d'autre. Puis là, c'est l'autre personne qui a la charge de désamorcer la panique. Donc, j'ai eu des discussions avec des inspecteurs en bâtiment, puis après, ben, ça a changé leur philosophie un peu. Mais je dis, vous rendez-vous compte de la responsabilité que vous avez en alertant les clients qui se voient, souvent j'ai des jeunes couples qui vont acheter une maison, ils sont obligés de s'exiler loin du centre-ville parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une maison à l'endroit où ils veulent. Donc ils viennent de pleine misère, puis ils se retrouvent devant le même problème avec une maison de vieille, encore dans le système d'alerte. Puis là, ils se disent, est-ce qu'on va acheter la maison? C'est un jeune couple. À certains moments donnés, ils vont tous vivre dans des HLM en condo. Tu sais, c'est-à-dire là, à un certain moment donné, il faut leur permettre de leur donner une chance aussi qu'ils recréent leur famille, puis leur vie, puis vivent tranquille. Parce que sinon, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est normal là, de paniquer puis de croire toutes sortes de choses. C'est correct. Ça dépend de votre degré. Puis si vos exigences sont d'avoir une maison parfaite où il n'y aura jamais de problème, ben là, vous allez chercher longtemps. Mon père me disait, il faut peser le pour et le contre. Ben, c'est ça. Le bon sens, là, le jugement, puis l'honnêteté,
Ça ne s'apprend pas à l'école. Et ça vient, ça, avec la présence de paysages qui sont absolument magnifiques, les levées de soleil, les couchers de soleil et tout, et puis ça, je vous dis que c'est quelque chose. Oui, moi, je mais me là, sens- parce que si Paola est trop insécure, Mais je me sens inconfortable parce que moi, j'ai été engagé par M. on peut rien Matt faire. Là. et puis Mme Louise. Oui, Donc, tu sais, je me sens mal à l'aise parce que là, je oui, voudrais je pas comprends. avoir l'air de quelqu'un qui essaye de convaincre Non, la non, partie, l'acheteur de. Tu sais, Non, si ça ben serait non, pour moi, ma discussion serait pareille. Là, tu sais, je veux vous dire, avez une responsabilité professionnelle. Vous n'êtes pas pour dire n'importe quoi. J'ai encore excusez-moi, Louise, je vous ai interrompu. Je vous en prie, mais c'est parce que, Paola, j'aimerais savoir, dans toutes les solutions qui ont été apportées, OK, laquelle vous sécuriserait? Laquelle ferait que vous vous sentiriez vraiment en sécurité de savoir que le solage, là, ne présentera pas rien, jamais, pour les 25 prochaines années? Ben, si je pense à la solution, mais c'est pas nécessairement bon, il y a la réponse est complexe Okay. parce que d'après ce que j'ai entendu jusqu'à ce moment, je n'aime pas l'idée quand même de laisser un mur exposé à l'humidité, à l'accumulation d'eau que peut-être on est capable de régler avec la solution de la pente, mais on ne sait pas. Alors, l'idée, ce que j'ai entendu hier, d'avoir un drain français qui permet d'évacuer l'eau qui s'accumulait ou qui arrive de je sais pas où, et l'imperméabilisation, je pense que avec la membrane à l'estomac, whatever, ce serait la solution plus envisageable. Mais d'autre côté, je pense, si ça c'est la solution, mais monsieur semble dire que non, c'est pas nécessaire, alors, si ça c'est la solution, est-ce que j'ai envie de rentrer dans une maison, commencer ma nouvelle vie, et être dans des excavations qui vont tout abîmer le fantastique landscape, etc. On a levé les balcons, a levé la galerie. Alors ça m'a fait énormément peur, même si on m'a dit ça c'est la solution. Alors aujourd'hui, monsieur nous dit des choses complètement différentes qui sont plus rassurante, plus conciliable, plus conservative. Est-ce que je me sens quand même rassurée que ça, c'est la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Alors, moi, pour répondre à votre question, je ne sais pas. Il faut que je digère tout ça. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui. En plein ça. C'est pas facile. Mais j'ai une question pour vous, monsieur. Peut-être j'ai perdu parce que j'essaie de tout comprendre ce que ça fait beaucoup ce que vous dites. Oui, je n'ai pas compris vraiment quelle est la solution que vous envisagez ou qu'est-ce que vous feriez quand on voit qu'il y a une altération du béton à l'extérieur. Hein, quand vous voyez qu'il y a une sorte de fragilisation, je sais pas comment. Frite, je sais pas comment dire, mais. Ben, c'est correct. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors, est-ce qu'on va pousser un peu plus? Donc, on voit qu'il y a toutes les taches de fluorescence à l'arrière. On fait rien parce que là, bon, en haut, on fait rien. Mais est-ce qu'on va en bas essayer de trouver où il y a le dommage et on répare? Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, de l'extérieur, je vais vous avouer, s'il n'y a pas de soleil qui vienne, j'ai pas vu la direction du soleil puis comment fonctionne à cause du débord de toit. Que vous mettiez une membrane ou pas, ça ne changera pas grand-chose sur l'architecture, puis il va continuer à avoir l'humidité là, de l'extérieur. Donc, j'ai pas vraiment une solution à apporter pour l'efflorescence hors sol. Dans le sol, il faudrait voir jusqu'à quelle mesure c'est dégradé. Et comment est-ce qu'on fait à regarder? Creuser, puis vous plantez des tournevis un peu partout, là, c'est pour voir si c'est raisonnablement solide. Mais encore là, moi, je vais avoir une approche... On nous a parlé. Je comprends que bon, le rôle de l'inspecteur, c'est celui de détecter les problèmes, et puis normalement,
Mais donc lui, il disait s'il y a quand même des altérations structurelles, des altérations d'effacement du béton, excusez, c'est même pas ma première langue, les français, alors ça manque des mots. Il parlait de nécessité de mettre du béton hydraulique. Alors, donc, quand on fait ça, il y a des différentes étapes. Il y a la réparation, réparation des fissures, les cas échéants. Réparation, s'il y a des affaires comme ça avec du béton hydraulique. Puis on met la membrane, puis on met le drain français. Mais pourquoi rajouter une couche si la couche qui est là, elle fonctionne déjà? Non, mais si on... OK. Mais si on voit non, mais... Ben oui, mais... Partout, mais si on voit qu'il y a des... Si la fondation est là encore pour 100 ans ou 5 ans, si vous me dites oui, demain, moi, j'ai aucune donnée statistique qui me permet de vous... Parce que moi, là, je vais prendre votre portefeuille. Vous êtes en train de me dire qu'est-ce que vous allez faire avec mon portefeuille. Bon, moi, là, comme professionnel, je me sens mal à l'aise juste pour une présomption de peut-être qu'il va se passer de quoi. Non, mais on parle mais OK, je veux savoir, il faut... Ben oui, mais je viens de vous dire que j'ai aucune donnée statistique. Puis que là, c'est à vous que la décision. Si vous voulez mettre des couches, puis des ajouts, puis tout ça, pour peut-être prévention, puis peut-être... Ben, allez-y. Mais je vous dis que moi, là, comme professionnel, je ne peux pas prendre votre portefeuille parce que j'ai aucune donnée statistique scientifique. Donc, c'est pour ça que je ne me prononce pas comme ingénieur. Parce que je me sens pas à l'aise dans mon âme et conscience de jouer avec votre capital financier pour faire des choses que peut-être serviront à rien. Mais personne aime dépenser l'argent pour rien, OK, évidemment, mais chacun veut quand même se sentir en sécurité. Non. Ben, sécurité, votre degré de sécurité est peut-être pas le même que le mien. Moi, si je serais dans cette maison-là, si je serais dans cette maison-là, je ferais absolument rien. OK. Bon. Un autre, il va mettre de l'isolation, une membrane blueskin, creuser, faire un drain, changer la pente, mettre des gouttières, et changer tout ça, il va investir 200 000 $. Puis il va être bien. Mais moi, je fais rien. Puis c'est pas parce que je suis moins précautionneux qu'un autre. Je vais être aussi bien dans la maison qu'un autre, sauf que l'hiver, je vais mettre un petit peu plus de chauffage, puis l'été aussi, pour enlever l'humidité. Mais j'ai pas 200 000 $ à dépenser. Je vais prendre des voyages, puis je vais aller faire d'autres choses, m'amuser. Puis je vais être bien dans la maison, puis je vais avoir des amis, puis on va faire la fête, puis on va avoir du fun. Mais, et si jamais il y a une infiltration d'eau, mais oui, mais on la réglera dans ce temps-là. Qu'on n'a pas, là, mais oui, si jamais il y en a une. Ben oui, mais ça se réglerait en faisant une réparation du solage. Peut-être qu'il va y avoir un tremblement de terre, puis la maison va fendre en 4 endroits aussi. Peut-être qu'il va y avoir un mouvement de terrain, puis la montagne va se déplacer. Je ne sais pas, moi, peut-être. C'est toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer. Peut-être qu'il va y avoir un dérechaud. On a eu un à certains moments donné. Mais il faut respecter ça. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes pas, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas. Je veux juste dire qu'on a chacun notre degré. Puis Louise, elle l'a dit, qu'est-ce qui va vous... Puis elle ne peut pas prendre une décision parce qu'elle voudrait avoir une solution garantie. Puis moi, je ne peux pas l'offrir. Non. Puis nous non plus, on n'investira pas 200 000 $ sur la maison. Quand c'est comme nous, Paola et Pierre, très honnêtement, on n'a pas de problème avec ça. Kevin nous a dit, faites une pente positive. On est en train de la faire. Okay? On l'a fait parce que c'est le gros bon sens qui le disait. C'est le gros bon sens aussi. Alors, mais nous, à la lumière de tout ce qu'on sait aujourd'hui, on n'investirait pas plus que ce qu'on fait là présentement. Mais on n'a pas la même insécurité. OK? Cette maison-là, on l'a, vous savez, entretenue. Marc a vu une fissure, il l'a bouchée. On n'a pas vu d'eau par terre. Si on en voyait, on agirait. On le réparerait. Et c'est ce qui est arrivé avec la façade sud de la maison.
Ouais. Quand il y a eu de l'hiver, de l'eau, d'une infiltration d'eau, c'était au mois de janvier, figurez-vous. Je suis sorti, il y avait un petit lac. Dégelé, ouais. Un lac, et au mois de janvier, je me vois encore là, à genoux, à quatre pattes, à refaire la pente de la maison, et ça a fonctionné. Il n'y a plus jamais eu d'infiltration à cet endroit-là. Ça a été fini. Ouais. Avez-vous Et moi, j'ai besoin regardé? Pour moi, ça fait beaucoup tout ce qui s'est passé dans ces 2 jours. Oui. J'ai besoin De Oui, réfléchir. oui, absolument. Alors, je suis pas capable de donner des réponses à ces moments. D'accord. Allez-vous dire quelque chose, M. Dargis? Moi, c'est juste pour montrer que je veux juste être impartial, puis être clair pour tout le monde, puis être honnête pour tout le monde. Puis j'ai déjà dit ça à un acheteur, une acheteuse. Est-ce que vous avez déjà regardé la possibilité de vous faire bâtir une maison neuve? C'est la question, c'est à moi? Oui. Oui. Mais en fait, quand j'ai débuté, parce que j'avais fait un cours en bâtiment écologique, mon idée c'était d'acheter un terrain et bâtir une maison. Puis, mais là, vous allez pouvoir contrôler toute la construction, beaucoup plus. Oui, sauf que c'est trop. Pour moi, c'est trop. Puis les choses ont changé avec la COVID, les coûts des terrains, le matériel, la disponibilité des gens, etc. Alors, c'est ça que ça fait 1 an et demi que je cherche à acheter une maison. Mais c'est pas facile. Parce que dans tous les cas où on a une maison usagée, on se retrouve avec plusieurs hypothèses. Puis si on vit constamment dans cet univers-là d'insécurité, on va être très malheureux. Mon point, moi, j'ai certains éléments que je cherche. Puis j'aime beaucoup la maison des Louise et Marc. Mais pour moi, critère numéro 1, c'est la santé. Donc, je veux voir une maison saine. Je sais qu'il y a tout le temps certains enjeux dans une maison. Maintenant, je suis en location, mais j'habitais dans une maison de propriété avant, donc je sais c'est quoi. Puis, est-ce que, je sais pas comment en français, est-ce que je cherche des troubles? Vous comprenez? Alors, il y a toujours certains des enjeux qu'on voit, il y a toujours l'inconnu, mais j'aimerais quand même savoir quand même les chances que certains problèmes quelle est l'entité, quels sont les enjeux possibles, voilà. Mais Paola, c'est une maison saine ici. Il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas d'odeur, elle sent bon. Mais maintenant, si votre degré d'insécurité est tel, mais non, ce qui me choque un peu, c'est l'idée de voir l'humidité dans les murs. Alors, je comprends. Est-ce que dans les murs du sous-sol? Non, mais chacun a ses... J'aimerais comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est tolérable jusqu'à certains niveaux? Moi, vous sortez de votre... Vous étiez bien dans votre maison. Pour moi, c'est nouveau. Il faut que je comprenne ça aussi. Oui, exactement. Oui. Mais la question aussi, si vous me permettez de se poser, c'est que si effectivement, tout le monde prétend qu'il n'y en a pas de problème, tout est beau, c'est à la limite un phénomène naturel, dans un certain sens. Et s'il y avait un problème, on fait quoi? On va le régler quand le problème va arriver, puis c'est quoi le problème? C'est une infiltration, de l'humidité, c'est une dégradation de fondation, à quel endroit? Il faut falloir premièrement qu'on s'en rende compte. Parce que si on s'en rend pas compte, ben il n'y a pas de problème qui nous affecte. Comment Mme Paola, en achetant la propriété, pourrait éventuellement se rendre compte d'une problématique quelconque? Ça serait une dégradation, en fait, ou quelque chose, une situation qui deviendrait pire avec le temps? Je ne peux pas vous donner une appréciation de la structure parce qu'on ne la voit pas au 90%. Exactement. Bon, à un moment donné, vous me demandez des questions que je peux pas me prononcer. C'est comme si vous alliez voir le médecin et vous lui dites, regarde-moi dans les yeux et dis-moi si j'ai le cancer. Je veux savoir combien d'années à vivre parce que je voudrais avoir le temps d'aller en Chine, en Espagne, apprendre le portugais. Non, mais le médecin quand même va vous donner certaines... il va dire, on commence à faire une prise de sang, je vous examine. Est-ce que vous avez des symptômes? Donc, il y a quand même un examen physique à faire. Ben, c'est ça. Donc, on ne dit pas... c'est ça. Ben,
On va faire quoi? On va tout déshabiller la fondation. Les inspections de bâtiments, là, pendant les travaux, ça sert à quelque chose. Si les travaux sont finis, puis on ne sait pas quelle sorte de béton, qu'est-ce qu'il y a mis dedans, le type de sol. D'accord. Ben oui, mais c'est ça les tests de sang, c'est ça les radios. Puis on n'a pas d'accessible. Vous ne pouvez pas demander au médecin et vous dire êtes-vous en santé, combien de temps? Avez-vous une tumeur à gauche en dessous de l'omoplate que j'ai pas vue, puis un an après, vous avez le cancer généralisé, vous allez voir le médecin. Hey, tu t'es trompé. Mon père, il est mort comme ça. Mon propre père, à moi, je vous le dis, là. Il est mort de cancer parce que le médecin n'a pas détecté le cancer 6 mois avant. On pensait que tout allait bien. Bon, je n'ai pas actionné le médecin. Il ne l'a pas vu. Ben oui, tant pis. C'est sûr que je te dis, c'est pas de sa faute, il s'est trompé. Il ne l'a pas vu. Ben c'est ça. Je pense que l'information qu'il y avait à sortir est sortie. Je crois que on a chacun à faire une démarche là-dedans, puis à comprendre, et puis à dormir là-dessus. Là. Et puis, je vous remercie, M. Dargis, d'avoir été avec nous. C'est très, 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 c'est illuminant. Moi, j'ai une question. Par contre, j'ai une question. Je comprends que vous avez dit votre point, c'est-à-dire, moi, je ne ferai rien. Je comprends tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez alors, d'après vous, le fait que des gens, c'est vrai que peut-être c'est une question économique, suggèrent de faire une reine française, c'est purement... Il faudrait savoir s'il y a de l'eau en permanence à ce niveau-là. Comme moi, déjà, juste le fait d'avoir proposé ça d'emblée, là, sans faire de creusage, puis voir s'il y avait une nappe phréatique là, au moment où il a recommandé ça, déjà là, ça part très mal. Parce que pour installer un drain français, il faut qu'il y ait de l'eau qui coule en permanence. Si la personne a recommandé ça, parce que premièrement, il vend des dents français, puis deuxièmement, il ne l'a pas checké, il fallait qu'il y ait de l'eau pour dire on veut l'évacuer. Oui, mais là, ce qu'on comprend, dans le fond, c'est qu'il n'y en a pas d'eau. La seule eau qui aurait potentiellement... Comment ça qu'il n'y a pas d'eau? Je ne le sais pas. Je sais pas. Donc, il n'y a pas d'eau là, il n'y a pas d'accumulation d'eau. On ne sait pas. Il faudrait creuser. Au niveau du drain. Faites un non, mais je veux dire au niveau du sol. Au niveau du sol, de façon générale, à part l'eau de drainage, on n'a pas d'autre eau qui est éventuellement. Sur le dessus, on ne voit rien. Mais en dessous, y a-t-il une nappe là en permanence? Oui. Mais il me semble que le solage serait un peu plus... Déjà là, la crédibilité de la personne qui a recommandé de mettre un drain, des membranes, puis tout le reste, là, sans avoir creusé. Là. Mais quand on bâtit une maison normale, une nouvelle maison, disons, on bâtit maintenant, on ne met pas des membranes externes? Oui, aujourd'hui, mais pas dans les années 80. OK, alors si quelqu'un propose de la mettre maintenant, pourquoi vous dites non? Ben, c'est une addition de plus, comme faire de l'isolation à l'intérieur ou mettre une membrane blueskin ou un pare-vapeur sous la dalle. Vous pouvez casser la dalle puis mettre Il y a aussi l'humidité qui vient à l'intérieur. L'humidité à l'intérieur, là, elle vient beaucoup plus par la dalle en dessous qui gère toute une humidité qui rentre partout dans la maison d'une façon égale. Puis aussi par les murs de fondation qui peuvent venir, vous pouvez la mettre, comme je viens de vous dire, creuser, défaire tout votre terrassement ou encore simplement isoler l'intérieur. Non, mais ma question, c'est justement pour vous dire... OK, OK, je comprends. Mais il me semble que si... écoutez, moi, j'ai pas le degré d'insécurité de Paola, pas du tout, OK? Mais il faut dire que je vis dans la maison depuis longtemps, puis on sait qu'on a tout réparé tout le temps. Donc, je suis pas inquiète. Mais, ce que moi, je comprends, c'est que pour vraiment qu'il n'y ait plus du tout d'humidité, là, il faudrait mettre quelque chose sur le plancher et faire souffler de l'uréthane, je pense. L'uréthane, puis installer un échangeur d'air avec contrôleur d'humidité. OK. Donc, un échangeur d'air avec contrôleur d'humidité. Mais ça n'enlèvera pas votre efflorescence à l'extérieur. Non. Mais ça protégerait de l'humidité. L'uréthane sur les murs, puis un poli, quelque chose au plancher.
une membrane Blueskin sur le plancher. Sur le plancher. Puis, Fait que là, avec ces trois choses-là, à la grandeur du sous-sol, Paola pourrait dormir sur ses deux oreilles. Ben, C'est ça que j'entends? elle aura plus de confort. OK. Et il n'y a pas tant d'humidité, c'est ça le pire. Ben non, Il n'y a pas d'humidité en tant que telle à l'intérieur. C'est pour ça pas que je dis. grand-chose. Et parce que moi, je pense que Elle s'inquiète plus pour l'efflorescence. Ouais. Puis là, après, Et on parce retombe que dans l'humidité puis le l'efflorescence, confort. Puis, tu sais, ouais. Et la fluorescence, ça vient principalement d'une problématique qui est effectivement avec le toit de tôle, la chute de la neige, ça crée un lac qui est là, ça crée ensuite de ça éventuellement une espèce, la fondation reçoit, écoutez, là, c'est toute la fonte des neiges, c'est ensuite de ça, la fondation reçoit toute cette eau-là, puis l'eau remonte ensuite de ça en surface dans des, par osmose, par capillarité, et puis ben, c'est ça. Mais c'est sûr que, comme on disait, c'est parce bon, il y a quand même une problématique, effectivement, il y a de l'eau, il y a énormément d'eau qui se retrouve dans l'arrière. Beaucoup. Toute la glace, toute la neige qui tombe du toit. Oui, à un moment particulier de l'année. Oui, ça, je comprends, mais pas l'année, je comprends. Ça dure 2-3 semaines environ. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, effectivement. Bon, c'est sûr qu'en corrigeant la pente, ça va aider, effectivement, à ce que l'égouttement de cette eau-là, s'il y avait un creux comme ça, ça créait une espèce de lac. Là, c'est sûr que si on corrige la pente, ça va aider la situation, clairement. Est-ce que ça va la régler à 100%? On le sait pas. Il y a personne qui est devin, il y a personne qui est capable de le dire. Non. Effectivement. Mais, bon. Alors, là, c'est sûr que la fondation, elle a bu beaucoup d'eau. Puis c'est ce qui a créé, effectivement, l'efflorescence derrière. Puis bon, il y a eu certains autres problèmes. On parlait tout à l'heure, éventuellement, du problème qu'il y avait eu en avant. Ça a été réglé. On avait vu de l'efflorescence en avant. Il y en a un petit peu sur le côté. Il y en a différents endroits. Mais bon, ça, c'est peut-être effectivement l'accumulation du bassin d'eau qui a mouillé la fondation là. Bon, il semble pas y avoir eu d'infiltration d'eau à l'intérieur. Il semble pas y avoir jamais eu de flaque. Puis on sent pas l'humidité à l'intérieur. Fait que, pour moi, la membrane au sol, oui, je pense que ça peut peut-être aider. Mais moi, honnêtement, si la fondation continue à avoir de l'eau, là, puis je sais pas, c'est pas moi l'expert, là, c'est vous plus que moi, pas mal plus que moi, mais moi, tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant avec l'ensemble des maisons que j'ai visitées, puis tous les inspecteurs en bâtiment, puis je vous dis pas nécessairement qu'ils ont la recette absolue, mais c'est-à-dire que si on crée une barrière par l'intérieur, puis que l'eau continue à s'infiltrer et rentrer dans la fondation, pas bon, là, non plus, là. Je sais pas si, à moins que tout le monde... Mais là, Pierre, regarde, là, on est en train de créer la pente positive. Oui. Marc va changer l'irrigation des le site d'irrigation. En arrière, là, il n'y aura plus d'eau qui va aller vers la maison, ça va tout aller vers... OK? Et le terrain est en pente. Ouais. Et on ne peut pas faire plus que ça. Mm-hmm. Sinon, ce serait un toit plat. Il faudrait pelleter. Parce que le toit, oui, il perd la neige, on est au Québec. Bon. Exactement. Puis neige. On peut pas faire de miracle avec ça. Ou alors, on change de toit, on met un toit plat, puis là, on va aller, ça sera plus une maison québécoise, puis il va falloir aller pelleter. À un moment donné, tu sais, c'est comme, j'entendais l'inspecteur, l'autre fois, qui disait, la clôture sur la rampe sur la galerie est pas assez haute. Ben oui, mais si tu mets une rampe plus haute, tu viens de briser tout le cachet de la maison québécoise. C'est une maison québécoise unique. C'est ça que c'est. Puis maintenant, Paola, je comprends votre insécurité, mais en même temps, je me dis, on peut pas, personne faire des miracles. Une maison, il y a toujours un petit problème qui se présente. Toujours. Vous savez, vous en avez déjà eu si vous avez une maison en Italie. Je suis certaine qu'elle n'est pas parfaite là non plus. Je pense que l'important, maintenant, on a fait nos devoirs jusqu'au bout, on a trouvé M. Dargis pour nous conseiller. C'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Bon, Marc l'a vu beaucoup. Il le suit sur YouTube. Mais cela dit, vous aimez cette maison-là, vous avez eu un coup de cœur, vous aimez la vue, le paysage, l'atmosphère générale, l'histoire du solage, là, c'est gros comme ça, là, présentement. Moi, c'est ce que je comprends.
Et je n'ai pas effectivement eu, comme vous le savez, une forte impression de l'inspecteur. Là. Je trouvais qu'il disait n'importe quoi. En tout cas. Puis effectivement, il donne des solutions sans avoir analysé, sans avoir creusé. Ouais. Puis Kevin, j'ai un peu de misère à le suivre parce qu'il m'avait dit le contraire l'autre fois. Mais lui, il fait ça, imperméabiliser puis poser des drains de transfert. Mais je le sentais bien insécure hier, Kevin. Il était très, très content quand on lui a dit, ben, on a un rendez-vous demain. Il a dit, ah oui, c'est une bonne idée. Alors voilà. Fait que là, Ça a été oui. Alors là, on a un spécialiste en structure qui nous dit que lui, il viendrait habiter la maison sans rien faire. Nous, on a quand même fait la pente. On va changer l'hydratation des buses. Puis le reste, on peut pas savoir dans 50 ans ce qui va arriver. De toute façon, on va manger les pissenlits par la racine dans 50 ans. Ça, c'est Alors, ben, tu sais, à un moment donné, en tout cas, c'est mon point de vue, Paola. Cette maison-là, vous l'aimez, vous avez eu un coup de cœur, ça fait 1 an que vous la cherchez. Maintenant, les problèmes de solage, ben là, à vous de voir, si c'est un frein majeur, ben, vous n'achetez pas la maison. C'est tout. Si vous pensez que la maison peut présenter des problèmes majeurs. Ce serait dommage, mais oui. Ben oui, ce serait dommage parce que vous l'aimez, parce qu'on vous aime. On avait envie de vous confier cette maison-là. Mais là, si vous n'êtes pas capable de vivre avec ça, achetez-la pas, la maison. On peut pas dire autre chose. Voilà. Et là-dessus, sur ces jolis mots, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Alors, je pense qu'on est rendu, ça fait déjà 1h15 qu'on est sur le sujet. Les éléments ont tous été exposés, puis il va y avoir une prise de décision. Moi, j'ai une chose je veux refaire un pas à l'arrière. Donc, à part tout ce que vous avez dit, Louise, c'est ça, comme je disais au début, il y a plusieurs choses qu'il faut que je digère. Oui. Mais je ferai un pas à l'arrière sur la question, sur l'observation de Pierre. Pierre, vous avez mentionné par rapport au fait de mettre une membrane à l'interne qui effectivement pourrait déterminer un problème parce que il n'y a pas la possibilité d'évacuer l'humidité par l'intérieur. C'est ça que vous avez dit? Moi, c'est l'information que j'ai eue. Oui, alors ça, c'est ce que j'ai compris de ce que vous avez dit. C'est que là, on vient créer une espèce de problématique à ce niveau-là, mais peut-être que M. Dargis sera encore en C'est ça, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense, M. Dargis. C'est ça. C'est quoi la solution que vous voulez faire? Non, parce que vous avez proposé de mettre une membrane à l'intérieur. Non. Non, alors expliquez-moi. Il y a du polyuréthane en fait sur les murs, mais est-ce que le fait de mettre du polyuréthane sur les murs, justement, on n'aggrave pas le problème? Ça serait pas... Non, ben vous avez deux types. Vous l'avez dit tantôt, là, parce qu'on a parlé, premièrement, on était focusé sur le problème de fluorescence, puis après, on est transféré sur le problème de confort, d'humidité, puis à l'intérieur. Donc, si on résume, peut-être de deux façons, si vous voulez un confort, puis là, c'est là qu'on dit, vous avez déjà un confort, donc c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Si vous voulez plus de confort, oui, polyuréthane, blue skin et échangeur d'air à l'intérieur, que vous allez avoir un confort, puis pas de sentiment d'humidité. Vous allez être mieux, la maison va coûter moins cher à chauffer aussi, puis l'air va être plus sec à l'intérieur. Ouais. Si vous voulez créer ou préserver de l'extérieur, ben vous pouvez mettre une membrane à l'extérieur sur la fondation. Exactement. Vérifier s'il faut la justifier un drain en voyant s'il y a une accumulation d'eau. S'il n'y a pas d'eau là puis que le terrain draine l'eau automatiquement, bien, il n'y a pas d'utiliser. Il y a des maisons au Canada qui n'ont aucun drain, qui sont construits neuves, complètement neuves, même si ce n'est pas le cas du bâtiment, là, mais ils ont un terrain tout en sable, ou encore ils ont des pentes super exceptionnelles. Et l'eau s'en va
elle s'évacue automatiquement. Donc, il n'y a pas vraiment de nécessité ou d'obligation. Ben oui, il y a une obligation si on suit le code du bâtiment. Oui, aujourd'hui, il faut mettre un drain. Mais l'eau va se drainer quand même. Donc, à savoir si c'est utile de mettre un drain extérieur, ben, il faudrait voir s'il y a de l'accumulation d'eau en permanence. Une membrane, ça va, de l'extérieur, ça va prévenir plus d'humidité contre la fondation, mais il faut faire attention que si vous voulez du confort intérieur et que vous planifiez de mettre de l'uréthane sur les murs et qu'en même temps vous voulez mettre une membrane extérieure, bien là vous mettez 2 pare-vapeurs sur une paroi et l'humidité va rester à l'intérieur. La seule place qu'elle va pouvoir s'évacuer, c'est en haut de la fondation qui est dans la Ça va faire pourrir la structure. Bien, ça va accélérer le dégrègement. Ah oui, de la liesse de plancher. Bien, c'est ça. Donc, si vous faites de l'intérieur, vous empêchez l'humidité de l'intérieur de rentrer dans la fondation ou de créer cet effet d'humidité, d'efflorescence à la surface. Donc, tout va se rester dehors. Oui, mais moi, je pense pas que le problème, honnêtement, vient de l'intérieur. Bon. Aucunement. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de trace d'humidité. On le sent quand on rentre dans une maison, il y a de l'humidité. Vous avez une dalle qui est en contact, en contact avec de l'eau. Est avec de l'efflorescence sur la base de la fondation. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que ça se peut que ça soit peut-être un drain. C'est sûr qu'un drain, c'est jamais mauvais. Ça se peut, on sait qu'un drain, après 30, 40 ans, il commence à être dysfonctionnel, il commence à être loin. Mais une membrane, ça va démolir tout le terrain. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Fait que c'est vrai, c'est pour quelle raison? Pour quelle raison je fais ça? Oh, non, pour quelle raison? C'est ça, Est-ce que ça a de l'allure de faire cette sorte d'intervention seulement sur un côté de la maison si on veut? Donc, mettre un drain français, si on imagine que la pente n'est pas suffisante, et il y a quand même, si on voit effectivement qu'il y a l'accumulation d'eau, est-ce que ce serait envisageable de faire l'intervention seulement sur un côté de la maison, si on voit que le problème persiste? Ben là, il faudrait qu'on voit qu'il y a une présence d'eau. Ça me surprendrait qu'il y ait de l'eau juste d'un bord de la maison. Oui, non, mais OK. Ben, donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y en a pas de présence d'eau. Marc et J'ai pas dit Louis. ça. Non. J'ai pas dit ça. Parce que, vous dites, il faudrait qu'il y ait une présence d'eau. Il faudrait qu'on le vérifie. Est-ce que Louise et Marc, qui eux habitent à la maison, pourraient nous dire s'il y a une présence d'eau? On ne sait pas, c'est à l'extérieur. C'est dans le sol. C'est dans le sol. C'est dans le sol. Alors, si on voit qu'il y a pas dans la maison. Oui. Alors, si on voit qu'il y a de l'accumulation d'eau en surface, on peut pas dire qu'il y a de l'accumulation d'eau dans le sol. Non. Surtout que notre terrain, il y a quand même une bonne pente aussi vers la piscine. Okay? L'hiver, quand tout le sol est gelé, là, et qu'il pleut un peu ou qu'il y a un changement de redoux, l'eau ne rentre pas dans le sol. Là. Elle reste en surface. Ça fait un lac, mais en dessous, quand elle va dégeler, tout va partir. Ben, c'est ça. C'est sûr, le sol, c'est riche par lui-même. Ben oui, mais là, c'est un certain moment. On a des pentes partout, nous autres. Oh oui. Puis le sol, mais je comprends très bien ça. C'est ça, il n'y a pas de problème. Je comprends. Je veux dire, au printemps, c'est là les risques, effectivement, de floods, là, d'inondation, d'entrée d'eau, justement, dans une propriété, éventuellement, parce que le sol n'est pas encore dégelé, l'eau reste en surface. Ben oui. Si effectivement, elle reste toujours en surface, puis elle est en contact, éventuellement, avec la fondation, ben oui, ça peut éventuellement, potentiellement, créer un problème, parce que là, c'est la fondation qui aboie l'eau. C'est pas le sol n'est pas capable de la prendre. Fait que tout ce qui est le béton en tant que tel, il est poreux, il absorbe toute l'eau. C'est ce qui fait éventuellement après ça qui crée l'effervescence, qui est inquiétant. Mais est-ce que, bon, on sait que ça n'a pas d'inquiétant. On sait que si un bon contrôle d'humidité, qu'à l'intérieur c'est pas humide, la maison, tout ça, de plus en plus de ça, c'est contrôlé. Il y a un poêle à bois en bas, des unités de chauffage. Pas de problème, on est capable de la contrôler, l'humidité. Et effectivement, le problème, c'est que si effectivement, c'est toujours la fondation qui boit, à défaut que le sol, lui, soit capable de le prendre. C'est sûr que les barrières sur le toit aussi, ça, c'est ce que je proposais aussi à Paola, de mettre des brises-glaces sur le toit. Ça va aider à ce que la neige descende pas toujours one shot en bas, qu'elle se retrouve toujours à la même place. En mettant des brises-glaces, ça va aider, je crois. Puis, monsieur l'ingénieur pourrait peut-être confirmer ce que je dis. Ça retiendrait peut-être un peu de neige, ou peut-être qu'elle s'évacue, peut-être pas toujours one shot comme ça peut le faire.
Tu sais, quand ça descend, un toit de tôle, là, vous devez savoir, ça descend, cling, tout se ramasse en bas, d'un coup. Une avalanche. Exactement. Fait que là, en mettant le brise-glace, ça atteindra un petit peu, fait comme ça, il y en aurait peut-être moins à froid, puis au lieu, justement, de se retrouver avec un gros tas de neige là, qui fond au printemps, puis qui, éventuellement, après ça, reste là, potentiellement, puis il y a peut-être des solutions qui peuvent aider, là, je pense, aussi à la Je situation. sais pas. M. Dargis, vous pensez quoi de ça? Mais c'est quand même une situation, comme on disait tantôt, là, quelqu'un a fait mention de ça, c'est quand même assez rapide, ça dure un mois. Là. Oui. Tu sais, la neige va fondre, puis ça va pendant une semaine ou deux, elle va rester là, puis après, ça va dégeler. Entre mars et avril, là, déjà, on voit le gazon apparaître. Donc, tout ça, là, tu sais, l'efflorescence, là, je pense pas qu'elle est là juste parce qu'il y a un mois dans l'année où il y a de l'accumulation d'eau. Tu sais, en tout cas. On pourrait en parler longtemps, là, mais je pense que vous avez tout compris un peu. Là. Oui, oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon? Oui, absolument. Parfait. OK. Alors, merci beaucoup, M. Dargis. Merci, M. Dargis. Alors, on attend la visioconférence. C'est bien. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.